Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle finances personnelles et de tout ce qui a trait à l'argent, comme le budget, l'épargne ou encore l'investissement. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer son salaire quand on est payé. C'est peut-être une question que vous vous posez quand vous recevez votre salaire. Et peut-être qu'à la fin du mois, vous avez du mal à voir où est passé tout votre argent. Ou vous n'avez pas réussi à mettre de l'argent de côté pour l'épargner ou l'investir. Le problème, c'est qu'on nous a jamais appris à gérer notre salaire. Souvent, on l'a appris de nos parents qui eux-mêmes l'ont appris de leurs parents. Et si, sans le savoir, leur façon de faire n'était pas la bonne? Devrons-nous continuer une génération de plus à faire comme nos aînés et continuer à nous dire à la fin du mois « Mais où est passé tout mon salaire ?» Pourtant, ceux qui sont financièrement indépendants savent que la base d'une situation financière saine, c'est de savoir gérer son argent dès que le revenu arrive. Mais en général, on n'ose pas trop demander parce qu'on est gêné de montrer qu'on ne sait pas gérer son argent. Pourtant, ce n'est pas quelque chose d'inné. Voici 2 questions qui ont été un véritable déclic pour moi. Première question, depuis que vous travaillez, combien d'argent est passé entre vos mains? Deuxième question, et aujourd'hui, après toutes ces années de dur labeur, combien d'argent vous reste-t-il sur votre compte bancaire ou en actifs? Si comme moi à mes débuts, vous n'êtes pas content avec la réponse, c'est qu'on ne vous a peut-être jamais appris à gérer votre salaire quand vous le percevez. Comme j'aime bien le dire, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Dans cette vidéo, je vais vous partager un plan en 3 étapes de comment gérer son salaire en 5 minutes chrono par mois. Avant d'aller plus loin, likez cette vidéo et abonnez-vous en activant la cloche des notifications pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo sur les finances personnelles. Installez-vous confortablement et prenez des notes. Avant de commencer les 3 étapes, il y a un peu de travail à réaliser en amont. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire une seule fois pour toute l'année. Cette étape consiste à connaître en amont son revenu, ses dépenses et de définir un objectif d'épargne ou d'investissement. Connaître son revenu. Ici, j'indique revenu car il intègre toutes les entrées fixes comme le salaire, mais également les rentrées variables comme les primes ou les heures sup si vous en faites. Si vous avez un 13e mois, sachez que vous avez la possibilité de le lisser sur 12 mois. À vérifier quand même avec votre employeur. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis en quelque sorte augmenté instantanément de 10% net chaque mois. Prenons un exemple simplifié. Si votre 13e mois est de 1 200 € net payé en 2 fois, en le lissant sur 12 mois, vous aurez 100 € de plus chaque mois. Mais attention, ça peut être un piège si vous n'êtes pas discipliné avec l'argent. Souvenez-vous, on en a parlé dans la vidéo sur les 6 secrets pour atteindre l'indépendance financière, à propos du lifestyle inflation. Si j'ai lissé cette somme sur 12 mois, c'est parce que je savais que j'allais utiliser ce surplus pour l'investir et non pas pour augmenter mes dépenses. Sinon, je serais resté à 2 paiements par an. Maintenant que vous connaissez le détail de vos rentrées annuelles, vous retirez les paiements ponctuels, comme les primes si vous les connaissez à l'avance. Vous gardez uniquement le fixe mensuel et vous le divisez par 12. Voilà, vous connaissez vos revenus mensuels. Mais c'est bien d'avoir en tête à quoi ces revenus vont servir. Connaître dans le détail vos dépenses. Il ne faut plus rien laisser au hasard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Au contraire, je ne suis pas de l'école, on se prive, on devient radin, pour que dans 20 ans on ait une belle vie. Comme dans beaucoup de choses dans la vie, les extrêmes ne sont pas une bonne chose. Donc, ni trop dépensière, ni complètement radine. Un juste milieu est possible. Ici, on risque d'être surpris de découvrir que l'on dépense beaucoup d'argent dans des choses futiles / inutiles. Nous savons tous que notre temps est limité
et que nous l'échangeons contre de l'argent. Alors c'est le moment d'éliminer ce type de dépenses inutiles. Peut-être avez-vous conservé des abonnements dont vous ne vous servez même pas. Ça me rappelle une amie qui m'a dit un jour qu'elle continuait de payer son abonnement pour le sport à 40 € dans l'espoir d'y retourner. Ça faisait presque un an qu'elle n'y était pas retournée. Je lui ai demandé le montant de son salaire horaire. Et là, elle m'a dit 20 € net environ. Elle a tout de suite compris qu'elle travaillait 2 heures par mois pour payer une prestation qu'elle n'utilisait même pas. Je lui ai rajouté que c'était 3 jours et 3 heures de travail chaque année pour rien, et accessoirement 480 € jetés par la fenêtre. Elle a aussitôt appelé le prestataire et a annulé son abonnement. Bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême où on se met à tout rapporter à l'heure, mais lorsque l'on paye pour rien, ça vaut le coup de s'y pencher. Nous aussi on peut en profiter pour renégocier les contrats ou changer de prestataire, internet, électricité, téléphone. En général, ça prend moins de 5 minutes. Maintenant, comment classifier les dépenses? D'abord, on va reprendre les relevés de compte de l'année dernière, de janvier à décembre, pour pointer et avoir une idée de combien on dépense annuellement. Ces dépenses, on peut les séparer en 3 catégories. La première, c'est les dépenses fixes. Ce sont celles qui ne changent pas ou peu d'un mois sur l'autre. Comme par exemple le logement, le loyer ou la mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, les charges de copropriété, les dépenses de transport, Internet, forfait mobile, etc. Ici, on intègre également les crédits conso et toutes les factures mensualisées. Ensuite, on va avoir les dépenses variables mensuelles, comme par exemple l'alimentation, les factures telles que l'électricité, l'eau. On va aussi inclure les loisirs, achat de vêtements et achat plaisir. Et enfin, les dépenses occasionnelles annuelles, comme par exemple les anniversaires, et les dépenses qu'on fait une seule fois par an, comme par exemple la taxe foncière si elle n'est pas mensualisée. On compte les vacances ici aussi, bien sûr. Dernière chose à faire en amont, avant de gérer son salaire, on va définir un objectif d'épargne et ou d'investissement. Maintenant qu'on connaît bien les rentrées mensuelles et les sorties mensuelles, on va pouvoir décider d'un montant raisonnable d'épargne. En général, les individus commencent le mois en dépensant, en se disant qu'ils épargneront à la fin du mois. Et comme ils n'ont pas d'objectif d'épargne, ils vont piocher dedans, pour finalement épargner peu ou pas du tout. Nous avions vu qu'il fallait, idéalement, garder 10% ou plus de ses revenus pour se payer soi-même. En fonction de votre degré d'avancement, il s'agira soit de constituer votre épargne de précaution, soit d'investir. Notez bien que contrairement aux 3 prochaines étapes, ce qu'on vient de décrire est à réaliser une seule fois et ne nécessitera pas beaucoup d'y revenir plus tard, sauf peut-être pour réajuster s'il y a un changement. C'est pourquoi sa mise en place prend un petit peu de temps. Pour résumer, l'étape préalable consiste à se préparer en amont sur 3 choses. Connaître ses revenus et ses dépenses et définir un objectif d'épargne. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Une fois le salaire sur le compte, on fait quoi? Idéalement, pour ne pas se mélanger les pinceaux, et c'est là l'originalité de cette méthode, nous allons faire appel à 3 banques. Chacune va avoir une mission bien définie. La banque numéro 1, c'est la banque principale. C'est ici que le salaire est viré. Les 2 autres banques, je vais les présenter par la suite. Nous sommes dans une époque où être multibancarisé ne pose pas de problème, surtout si on est responsable avec son argent. C'est bien d'avoir une banque physique et pour les autres banques, des banques en ligne, sans ou avec très peu de frais. Pour illustrer concrètement comment faire, nous allons prendre l'exemple d'un salarié qui touche son salaire le 30 du mois. Nous sommes le 30 du mois, voici donc les 3 étapes à réaliser pour gérer son salaire.
Étape numéro 1. Automatiser le virement vers l'épargne et l'investissement. C'est ici qu'intervient le « je me paye en premier » dont nous avions discuté dans la toute première vidéo de la chaîne. On se paye d'abord et ensuite on paye les autres, c'est-à-dire les factures. Dans notre exemple, le salaire est viré sur le compte de la banque numéro 1, qui est la banque principale, le 30 du mois. Eh bien, vous faites un virement automatique vers le compte d'épargne le 2 du mois suivant, et ce, dans la banque numéro 2. Vous pouvez lui donner un nom. Moi, je l'appelle ma banque d'investissement. C'est celle qui va me permettre de réceptionner les revenus récurrents de mes investissements. Alors, pourquoi automatiser le virement sur une autre banque? Il y a deux principales raisons. On va automatiser, comme ça c'est fait, sans qu'on y ait à penser, et on ne va pas compter sur sa volonté. L'automatisation est beaucoup plus efficace. Comme ça, psychologiquement, on a l'impression que notre salaire est uniquement ce qu'il reste sur le compte de la banque principale. Par exemple, si l'épargne est de 10%, eh bien, on va considérer inconsciemment que nous vivons sur ces 90% de ce salaire. On trompe notre cerveau pour notre bien. Ce compte a son importance. Au début, les principales rentrées proviendront du montant que vous vous payez via votre salaire. Mais au fil du temps, quand vous devenez un investisseur, c'est sur cette banque que vous recevrez les virements d'investissement. Par exemple, les loyers des logements qu'on met en location. Maintenant, cet argent est à notre disposition pour l'envoyer vers les différents supports d'investissement comme un compte titre, un PEA, une assurance vie, une plateforme de financement participatif, etc. Ici, je considère que l'épargne de précaution est déjà constituée. Étape numéro 2. Le paiement des charges fixes. Maintenant, on dispose de notre salaire moins l'épargne investissement. Dans notre exemple, la personne est payée le 30, le 2, elle fait un virement automatique vers le compte épargne investissement, et le 5, elle va faire en sorte que toutes les charges fixes mensuelles soient prélevées ce même jour. Comme ça, pas de prise de tête ni de stress. À partir du 6 du mois, je suis zen car les charges essentielles et récurrentes sont passées et ce jusqu'au 6 du mois d'après. Concrètement, on est dans notre banque principale, la banque numéro 1 physique, où notre salaire est viré. On va laisser sur le compte courant le montant des charges fixes. En général, je laisse toujours plus en arrondissant à la centaine d'euros supplémentaires. Si les charges sont de 1510 € par exemple, eh bien je vais arrondir à 1600 €. Ça me rassure parce que je déteste être à découvert. Il suffit qu'il y ait un oubli d'une charge ou une augmentation de prix, et là, plouf, on est dans le rouge. En plus, et ça c'est plus personnel, je ne suis pas une adepte du budget strict à l'euro près. Comment modifier la date du prélèvement? Eh bien, il suffit d'appeler votre prestataire de service. Parfois, ils peuvent se montrer réticents, ou alors ils vont vouloir vous le facturer. Il ne faut pas hésiter à négocier. Dans tous les cas, c'est bien de se rapprocher le plus possible de la date où vous recevez votre salaire. Surtout si l'on n'est pas discipliné avec son cash. On fait le virement des charges fixes le même jour, et hop, on peut respirer pour le reste du mois. Les charges importantes sont passées. Dernière étape, l'étape numéro 3, payer ses charges variables. Ici, on va faire appel à une troisième banque, idéalement une banque en ligne, avec un virement automatique de la somme que l'on a décidé d'allouer aux dépenses variables. À titre de rappel, ces dernières comprennent les postes de dépenses comme l'alimentation, les loisirs, les factures variables, et on n'oublie pas les dons. C'est également ici qu'on va constituer une épargne occasionnelle pour les anniversaires ou pour les vacances par exemple. Ça permet de faire travailler un petit peu l'argent avant de le dépenser pour une occasion particulière.
Enfin, c'est également ici qu'on va intégrer les dépenses qui sont dédiées aux loisirs. Il y a plusieurs façons de faire. On peut par exemple utiliser la méthode des enveloppes en retirant l'argent en cash ou en utilisant des enveloppes virtuelles directement sur le compte bancaire, ce qui nous permet de contrôler un petit peu plus les dépenses de loisirs. Dans tous les cas, on prend la méthode qui nous convient le mieux. Tout comme pour la banque numéro 1 et la banque numéro 2, c'est bien de laisser un petit peu de cash sur ce compte pour éviter les désagréments d'un découvert bancaire. Parce que les dépenses variables sont, par définition, variables. Petite remarque, j'ai un compte épargne ouvert dans chacune des 3 banques, avec des rôles différents. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Petit récap sur ce qu'on a vu jusqu'à présent à propos de comment gérer son salaire. Tout d'abord, au préalable, on se prépare en connaissant en détail nos revenus, nos dépenses et notre objectif d'épargne-investissement. Ensuite, une fois que le salaire est viré dans notre banque principale, la banque numéro 1, on fait un virement vers la banque en ligne numéro 2 pour se payer en premier. On fait également un virement vers la banque en ligne numéro 3 pour les charges variables. On gardera dans notre banque principale de quoi payer les charges fixes. Pour finir, gérer son salaire en moins de 5 minutes par mois est possible. Il suffit d'automatiser. Ce processus prend moins de 5 minutes. Ainsi, se payer en premier, c'est automatisé via les virements. Les dépenses fixes, elles sont automatisées également via les virements. Et les dépenses variables sont aussi automatisées et les paiements pourront se faire par carte bleue, virement ou en cash. Les principaux avantages de cette méthode sont le gain de temps, puisque tout est automatisé. En réalité, les 5 minutes servent à vérifier les comptes. Le 6, par exemple, je vérifie que toutes les charges fixes ont bien été payées. Pour les charges variables, je vérifie également de temps à autre que tout est OK. Pour le compte épargne-investissement, j'y consacre plus de temps. Mais c'est avec plaisir, puisque c'est ici que je vais avoir des rentrées régulières de mes investissements. Je vais donc réfléchir à où allouer ces nouvelles rentrées. Le reste est également automatisé. Autre avantage, fini le stress du découvert ou des mauvaises surprises puisque tout est planifié en amont. Toutefois, pour que cette méthode fonctionne, il va falloir mobiliser du temps au départ pour la mise en place. Il faudra de la discipline et un engagement sans faille envers soi-même. Donc attention, si on n'est pas responsable avec son argent, cette méthode ne fonctionnera pas. Il faut véritablement s'engager à bien faire les choses pour s'améliorer. On gère notre argent comme on gère une entreprise. On ne laisse rien à la volonté. On automatise pour avoir l'esprit tranquille. Voilà, c'était ma méthode en 3 étapes pour gérer son salaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je